présentation qui a pour but de comprendre les éléments que nous réalisons dans le bilan de cardiopathie hypertrophique dans notre unité. Tout d'abord, une petite définition de la cardiopathie hypertrophique. Donc, cette cardiopathie hypertrophique, elle est souvent diagnostiquée au départ par une échocardiographie transthoracique. Lors de cet examen, on va pouvoir mesurer l'épaisseur des parois du ventricule gauche, notamment son septum et sa paroi postérieure. Et une définition de l'épaississement des parois est au-delà de 11 mm en général. Et on peut indexer d'autres mesures en fonction du poids et de la taille et en fonction du genre pour avoir des critères un peu plus globaux d'hypertrophie du ventricule gauche. La définition de la cardiopathie hypertrophique est un épaississement des parois du ventricule gauche de plus de 15 mm, non expliqué par des anomalies de charge du ventricule gauche, qui sont notamment l'hypertension artérielle et les valvulopathies aortiques, donc le rétrécissement aortique et l'insuffisance aortique. Quand on a un épaississement entre 13 et 14 mm, ça peut nécessiter des évaluations supplémentaires, notamment quand il y a des éléments familiaux, génétiques ou des anomalies sur l'électrocardiogramme. Donc une fois qu'on a authentifié cette hypertrophie lors de l'échocardiographie transthoracique, le premier point est d'écarter une cause liée aux conditions de charge excessive. Donc s'il y a un doute sur une hypertension artérielle, on va faire une mesure ambulatoire de la pression artérielle et ou des automesures tensionnelles et s'assurer à l'échographie qui a été réalisée qu'il n'y a pas de valvulopathie aortique significative. Une fois qu'on a éliminé cet élément, eh bien on va pouvoir se tourner vers les amyloses cardiaques, les myocardiopathies hypertrophiques sarcomériques et d'autres causes plus rares. On va débuter par les amyloses cardiaques. Les amyloses cardiaques sont de deux grands types pour les causes principales, qu'on appelle tout d'abord les amyloses AL à gauche, pour les amyloses à chaîne légère. Ces amyloses à chaîne légère sont liées à une maladie hématologique, une prolifération d'un clone dans la moelle osseuse qui va provoquer un excès d'anticorps et surtout des anticorps qui vont être mal conformés. Et ces chaînes légères en excès vont pouvoir se déposer dans différents tissus, bien sûr le cœur, mais également le rein, le tube digestif et notamment les nerfs périphériques peuvent être comprimés au niveau du canal carpien et on peut avoir d'autres signes caractéristiques comme un purpura et une macroglossie. Donc cette amylose est de cause hématologique et on l'oppose aux amyloses à transthyrétine. La transthyrétine, également appelée préalbumine, est une protéine synthétisée par le foie qui est censée se conformer d'une façon adaptée pour gérer sa fonction dans l'organisme. Et si cette conformation n'est pas efficiente, il peut y avoir une précipitation de la transthyrétine dans différents organes. Alors il existe deux formes d'amylose à transthyrétine. La première est une forme qui est mutée, donc de cause génétique, qui est sur le schéma central, qui peut donner des atteintes cardiaques et neurologiques, notamment éventuellement rénales également. Et il y a une amylose cardiaque à transthyrétine non mutée ou dite sauvage, qui est liée finalement au vieillissement des capacités hépatiques à conformer la protéine et qui donnera également une atteinte cardiaque, un canal lombaire étroit et un canal carpien. Donc certains types d'amylose à transthyrétine étant d'origine génétique, on peut le rechercher avec un prélèvement génétique adapté. C'est un mode de transmission en général autosomique dominant et on pourra l'évoquer si on fait un diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine chez un patient jeune ou qui a une histoire de neuropathie précessive ou qui a des membres dans sa famille qui sont suspects de cette pathologie. Les amyloses donnent des anomalies électrocardiographiques qui sont très spécifiques, notamment une qui est un peu étonnante et qu'on appelle le microvoltage, c'est-à-dire que l'amplitude des QRS sur l'électrocardiogramme est diminuée de moins de 5 mm dans les dérivations périphériques et de moins de 10 mm dans les dérivations précordiales, alors qu'on s'attendrait plutôt que les voltages soient augmentés compte tenu de l'hypertrophie qu'on observe à l'échographie, donc ce signe est très évocateur. L'échocardiographie transthoracique met bien sûr en évidence une hypertrophie du septum, mais également potentiellement des autres parois et un épaississement valvulaire.
et on peut observer également un épanchement péricardique. Donc vous voyez une valve mitrale qui s'ouvre mais qui paraît un peu épaissie sur cette image. Et puis sur la seconde image d'échographie, vous pouvez voir l'espace sombre qui correspond à l'épanchement péricardique. On peut également observer une dilatation des deux oreillettes et ce qu'on appelle un Doppler transmitral avec un flux restrictif, c'est-à-dire que la première onde qu'on voit sur le Doppler transmitral est beaucoup plus ample que la seconde. La première onde s'appelle l'onde E, la seconde l'onde A, et si on divise E par A et qu'on est à plus de 2, c'est un flux restrictif. L'autre particularité est les anomalies de ce qu'on appelle le GLS ou le strain longitudinal global. C'est un paramètre de déformation dans le sens longitudinal du cœur, et dans l'amylose on peut avoir un aspect assez typique comme vous pouvez le voir sur la droite, où les segments se déforment un peu, toujours très bien sur la pointe du cœur, alors que la déformation est moins bonne à la base, ce qui donne cet aspect très rouge au niveau de l'apex et beaucoup plus rose pâle en périphérie. Et ça peut être un élément qui fait suspecter une amylose cardiaque. Donc voici les images dynamiques qu'on peut observer lorsqu'on réalise un strain longitudinal global en échographie transthoracique. La démarche diagnostique repose sur deux éléments pour les amyloses cardiaques. En première intention, on fera une scintigraphie osseuse, cherchant un marquage au niveau cardiaque, on y reviendra juste après. Il est très important de rechercher les causes hématologiques, comme vous l'avez compris, donc l'électrophorèse des protéines plasmatiques, l'électrophorèse des protéines urinaires, on réalisera éventuellement une immunofixation en cas de pic monoclonal, la protéinurie de Vance-Jones qui recherche les chaînes légères au niveau des urines, et également on dosera les chaînes légères plasmatiques. On discutera éventuellement de faire des biopsies, mais dans un second temps. Donc, la première étape, c'est les prélèvements hématologiques et la réalisation de la scintigraphie, qu'on va classer en stade de pérugénie. Le pérugénie 0, c'est l'absence de fixation cardiaque du traceur. Le stade pérugénie 1, c'est quand on voit que le cœur fixe un peu le traceur, mais avec une fixation moins intense que l'os. Le stade 2, c'est quand la fixation cardiaque est équivalente à la fixation osseuse. Et le stade 3, c'est quand la fixation cardiaque est supérieure à l'os. Les biopsies peuvent être réalisées au niveau périphérique si on a besoin d'un diagnostic de certitude pour une amylose AL. Donc ça peut être la graisse sous-cutanée et les biopsies des glandes salivaires accessoires. Ce sont des sites qui sont facilement accessibles avec peu de risque de complications. Et si ces biopsies ne sont pas rentables et qu'on ne retrouve pas d'amylose dans le tissu, on peut être amené à faire une biopsie myocardique. Deuxième grand groupe de cardiopathies hypertrophiques, ce sont les myocardiopathies hypertrophiques sarcomériques. Les myocardiopathies hypertrophiques sarcomériques sont une cause héréditaire et la plupart du temps ce sont des mutations autosomiques dominantes. Donc ça peut être des patients qui ont eu un parent du premier degré qui a présenté une mort subite ou une noyade, un AVP de cause indéterminée. Et les mutations les plus fréquentes sont listées ici sur différents gènes qui vont être des gènes du sarcomère cardiaque, donc notamment MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, MYL2, MYL3. Donc ça peut être la chaîne lourde de la myosine, la chaîne légère de la myosine, la troponine T ou la troponine I qu'on va rechercher dans un prélèvement génétique pour en faire le diagnostic. L'électrocardiogramme des MCH sarcomériques est différent des amyloses. En général, on a au contraire des voltages qui sont très amples, des ondes T un peu géantes et pas de microvoltage comme dans une amylose cardiaque. L'IRM cardiaque dans les myocardiopathies sarcomériques peut nous montrer des anomalies de rehaussement tardif, qu'on appelle patchy, donc des petites zones isolées au niveau de la paroi médiane, des zones hypertrophiques, et ça peut nous orienter vers ce type de diagnostic. Donc la grande discussion, ça sera de faire des prélèvements génétiques pour ces patients. Donc avant de faire ces prélèvements génétiques, qui est un acte de biologie coûteux, il faut qu'on n'ait pas d'autres causes évidentes.
Et puis, d'un point de vue réglementaire, c'est très important, il faut informer le patient, réaliser une signature du consentement éclairée avec le médecin senior, remplir la feuille d'information médicale avec le prélèvement génétique, envoyer tout ça au laboratoire et n'oublier donc aucune des deux feuilles et de la biologie. Et garder un double dans le dossier si jamais les documents sont égarés, on pourra ainsi les renvoyer au médecin généticien. Donc j'insiste vraiment sur ces étapes pour le prélèvement génétique, signature du consentement éclairé, remplir la feuille d'information et garder un double du dossier avant d'envoyer tout cela avec les prélèvements génétiques. On va maintenant passer aux causes rares dont on fait bien moins souvent le diagnostic dans le cadre d'une découverte d'une cardiopathie hypertrophique. L'une d'entre elles s'appelle la maladie de Fabry, qui est un déficit en alpha-galactosidase, qui est une anomalie portée par le chromosome X, ce qui explique que les hommes atteints sont homozygotes et que les femmes atteintes sont généralement hétérozygotes, même si elles puissent être potentiellement homozygotes, mais cela est rarissime. Donc la maladie de Fabry liée à un déficit en alpha-galactosidase va provoquer une accumulation de certains éléments dans différents tissus, notamment les tissus cardiaques, les tissus neurologiques et les tissus cutanés, ce qui va entraîner des anomalies qu'on va observer en fonction de l'âge de la vie. Et on peut avoir parfois des patients qui ont des signes de neuropathie avec des douleurs neuropathiques, des anomalies gastro-intestinales, diarrhée, constipation, des anomalies cutanées, comme vous voyez ici un angiokératome, des anomalies oculaires, comme une kératopathie ou une cataracte postérieure, des atteintes rénales, et éventuellement une atteinte cardiaque aussi associée, donc hypertrophie, trouble du rythme, atrial ou ventriculaire, et insuffisance cardiaque. Et c'est par ce biais que nous allons pouvoir faire le diagnostic. Dans la maladie de Fabry, l'IRM cardiaque peut donner des anomalies très spécifiques avec une baisse de la séquence qu'on appelle T1 et éventuellement des rehaussements tardifs qu'on peut observer, notamment dans le territoire postérolatéral. On dosera l'activité alpha-galactosidase chez l'homme qui sera effondrée, et chez la femme, il faut se méfier parce que comme c'est des causes souvent hétérozygotes, la génétique sera nécessaire si on pense à ce diagnostic. Il existe enfin quelques causes encore plus rares, ça peut être l'hémochromatose, c'est pour ça qu'on vous demande un bilan martial et notamment l'élévation du coefficient de saturation de la transférine pour être un élément en faveur de l'hémochromatose. On recherche également la maladie de Wilson par dosage de la cuprurie et de la cuprémie. Et enfin, les endocrinopathies par le cortisol libre urinaire pour un excès de cortisol dans le cadre du Cushing, une augmentation de l'IGF-1 dans le cadre de l'acromégalie. Et parfois, la sarcoïdose peut donner une hypertrophie, donc on dose l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène, mais la sarcoïdose peut aussi donner des cardiomyopathies dilatées sans hypertrophie. Donc voilà pour cette présentation qui vous permet de faire un aperçu un peu complet des raisons pour lesquelles on propose ce bilan de cardiopathie hypertrophique quand un patient vient en hospitalisation.